Le Trésor, Véronique Barbier. À la une, des ballots de paille pour retenir les boues. La ville de Hanu met en place des barrières naturelles pour éviter les inondations. Un sparadrap sur une jambe de bois, diront certains. Le point en direct avec Marc Mélon. Rendre les transports en commun plus accessibles, voilà le but au niveau wallon. Bientôt, les 18-24 ans pourront d'ailleurs voyager pour 1 € par mois. Une mesure que Martin Collier nous expliquera dans un instant. Il n'ira pas à la Cour constitutionnelle. Jean-Luc Cruc reste en politique pour défendre l'environnement. Il a lu le rapport du GIEC et il veut rassembler autour du climat. Bientôt l'heure de remplir la fameuse déclaration d'impôt. Pour vous aider, la RTBF organise une journée spéciale impôt avec le SPF Finance, représenté sur notre plateau par Florence Angelici. Et puis beau sursaut d'orgueil pour les Diables Rouges. Ils ont gagné 6-1 hier face à la Pologne. Résumé de ce match de Ligue des Nations en fin de journal. Bonjour à tous. Une première mesure à Hanu après les inondations de dimanche dernier. Quelques 150 ballots de paille ont été installés à certains points stratégiques. Ils devraient freiner les coulées de boue en cas de nouvelles pluies. C'est une solution, oui, mais qui ne peut être que provisoire. Le reportage sur place de Marc Mélon avec Denis Galland et Paromita Ouidar. Les autorités communales de Hanu ont fait placer environ 150 ballots de paille de 350 kg aux endroits critiques. C'est une mesure transitoire. L'eau a fait son chemin, donc elle va tout le temps repasser par là, quelle que soit l'intensité de la pluie. Donc on met des ballots pour éviter d'avoir de la boue régulièrement dans nos voiries, dans nos égouts et potentiellement dans les maisons. Pour les gestionnaires de la crise, ce n'était pas évident de dénicher autant de ballots en quelques heures. Les stocks de paille sont presque vides. La nouvelle paille revient seulement au mois de juillet et mois d'août. Donc je remercie vraiment les agriculteurs qui ont accepté de puiser dans leur stock afin de pouvoir nous aider. Le placement de ces ballots est commenté par les habitants des zones sinistrées. C'est une bonne solution, mais il faut qu'ils soient placés à des endroits stratégiques, évidemment. Moi, je ne vois que cette solution-là. Moi, je n'y crois pas, c'est tout. La paille, ça passe, hein, c'est... On n'a qu'à mettre des sacs de sable. Hein. Vous êtes sceptique par rapport à l'efficacité de la paille? Oui, complètement. Par rapport aux inondations, des solutions ont été dégagées par François Thonon. Il est ingénieur agronome, agriculteur et géomètre. Il propose de créer des zones d'immersion temporaire. Les zones d'inondation temporaire, ce sont des zones qui peuvent toujours être utilisées pour un usage agricole, mais dans lesquelles l'eau va s'accumuler temporairement afin de réguler en aval la quantité d'eau qui arrive pour que le flux soit acceptable par les égoutages. Au niveau du bassin d'orage de Creun, des travaux vont être réalisés pour que le site absorbe une plus grande quantité d'eau. Comme ce n'est pas possible d'agrandir le bassin d'orage, on va créer un dispositif sur la route en faisant un gros dodane qui va retenir les eaux qui sont également retenues par les talus aux alentours. Et donc toute la zone va être noyée et permettre le stockage d'une très grande quantité d'eau pour protéger le village de Creun. Dans les campagnes, il n'y a plus de haies. Leur efficacité est relative selon François Thonon. Les haies ne sont pas la solution miracle par rapport à des orages comme on a connu ici sur Hanu. Il n'y a pas de quantité d'eau qui est retenue par une haie. Elle est peut-être éventuellement un petit peu ralentie, mais la quantité d'eau doit passer. Dans la région de Hanu, les services communaux ont encore énormément de travail. Des dizaines et des dizaines de dépôts doivent encore être évacués. Oui, Marc Mélon, que nous allons retrouver juste devant la maison communale de Hanu, avec quand même une bonne nouvelle pour les habitants. Marc, le plan d'urgence vient d'être levé. Oui, effectivement, en fait, pour bien comprendre, dimanche, dans la foulée des inondations, le bourgmestre Manu Douat a déclenché son plan d'urgence. C'est une phase communale, donc. Alors, il réunit, en fait, pendant plusieurs heures et à de multiples reprises, donc, des représentants de différentes disciplines. Ce sont des sapeurs-pompiers, ce sont des policiers, ce sont des médecins, des paramédicaux, c'est la protection civile, ce sont les services techniques, des planificateurs d'urgence. Et donc toutes ces personnes prennent ensemble une série de décisions. Et jusqu'à aujourd'hui, cette réunion de crise était maintenue. Maintenant, le plan est levé. Donc ça veut dire que le travail va continuer, bien sûr, dans les rues qui sont sinistrées. Il va falloir continuer à récurer, évidemment, à nettoyer, à enlever évidemment tous les dépôts que vous avez pu voir dans le reportage qui sont situés ici et là sur les territoires de la commune de Hanu.
Voici pour le premier aspect. Alors pour le second, ce sont les 3 maisons dont on vous parle depuis dimanche, 3 maisons qui posent problème. Et donc là, il n'y a toujours aucune décision claire, nette prise pour l'instant. Des experts se multiplient évidemment parce qu'il faut avoir plusieurs avis. Il faudra peut-être détruire ces maisons. Donc c'est une décision très 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 importante à prendre. Et donc il faut faire venir les meilleurs experts pour évidemment avoir un avis clair et définitif. Voilà en fait les 2 informations que l'on peut vous donner ce midi. En direct donc de Anu. Merci beaucoup Marc. Des inondations qui posent évidemment question. Le climat se dérègle. Et pour en parler, le ministre écolo Philippe Henry sera l'invité de l'émission Jeudi en prime. Rendez-vous ce soir dans la foulée du JT de 19h30. Un autre dossier d'ailleurs qui est dans sa compétence, la mobilité. Prendre le bus en Wallonie pour 1 € par mois, ce sera bientôt la réalité pour de plus en plus d'usagers. Les seniors au-delà de 65 ans, mais aussi, et ça c'est nouveau, les jeunes de 18 à 24 ans. Le gouvernement wallon s'est en effet penché sur la question aujourd'hui et vu la situation économique, Martin Collier, il mettra la mesure en œuvre plus rapidement que prévu. Mais oui, tout à fait, Véronique. C'était une mesure qui était dans les cartons du gouvernement wallon, qui était prévue pour son application début 2023. Et là, le gouvernement wallon a décidé de prendre les devants. Ce sera donc appliqué à partir de septembre. Ces tarifs réduits du TEC, on passe donc bien effectivement à 1 € par mois, 12 € par an. Mais c'est pour un public spécifique. On parle ici des jeunes de 18 à 24 ans, des 65 ans plus, et aussi des publics précarisés. Pour les autres, les tarifs restent les mêmes. Ça peut aller de 36 € jusqu'à près de 600 €. Cela dépend bien sûr de l'usage qui est fait, des lignes empruntées, des zones parcourues également. Mais petite compensation pour eux, ceux qui ne bénéficient pas de ces tarifs à 12 € par an. Pour eux, ces tarifs vont rester fixes. Il n'y aura pas d'indexation, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs jusqu'à la fin de la législature du gouvernement wallon, jusque 2024. Donc, vous vous en doutez, c'était une bonne nouvelle pour les usagers. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions que nous avons recueillies ce matin avec Étienne Navet. Pour moi, c'est une super nouvelle parce que je prends énormément le bus pour aller à la salle de sport, pour aller en cours, pour mes projets personnels, etc. J'essaye d'éviter la voiture parce que je trouve que c'est quand même cher, tout ce qui est, par exemple, l'augmentation d'essence, etc. Une très bonne nouvelle. Vous prenez souvent le bus ? Oui, assez souvent. Au moins 2 fois par semaine. Et alors, jusqu'à présent, vous payez combien ? 36 € par an. Là, c'est quand même une belle réduction pour vous ? Ah oui, magnifique pour les pensionnés. C'est sûr que prendre les transports en commun, c'est des fois beaucoup plus avantageux. Et moi, je suis dans ce cas-là, je prends beaucoup plus les transports. Et du coup, c'est sûr que si le prix diminue encore plus, ça motive davantage à se diriger vers les transports en commun. J'avais réfléchi, mais c'est cher. Et là, l'abonnement à 12 €, c'est plus convaincant qu'acheter une voiture, payer les taxes. À suivre, quelques témoignages poignants au Congrès américain, ceux de rescapés de la tuerie d'Uvalde au Texas, une fillette de 11 ans notamment, qui s'est couverte de sang pour échapper à la mort. Se retrouver les yeux dans les yeux avec ceux qui ont trouvé refuge dans un centre fait d'asile, c'est l'expérience qui a été proposée aux habitants de Moucron. 3e jour au Congo pour le roi et la reine. Aujourd'hui, les souverains s'intéressent d'ailleurs aux droits des femmes, aux possibilités de travail, de développement qu'elles ont. Ils ont notamment visité un marché qui est tenu par des femmes. Et durant ce voyage, le couple se rendra aussi au Kivu. C'est dans l'est du pays. C'est une région qui est soumise à de vives tensions entre la RDC et le Rwanda. D'ailleurs, hier, 500 militaires rwandais se seraient déployés dans la zone. Une situation dénoncée par Kinshasa, démentie par Kigali. Une information en tout cas qui fait aussi réagir le Premier ministre belge qui est lui aussi au Congo et que Daniel Velter vient d'interroger. Vous savez, on a beaucoup parlé du droit de l'Ukraine d'avoir l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas la différence avec la RDC. La RDC a elle aussi droit que son territoire soit respecté. Et là, tout le monde doit prendre ses responsabilités, les voisins de la RDC, mais les pouvoirs de la RDC même aussi. Et donc on appelle que tout le monde prenne ses responsabilités pour que les territoires de la RDC soient respectés.
Sur le front de la guerre en Ukraine, les Russes gagnent du terrain dans l'Est et ils pourraient rapidement d'ailleurs prendre le contrôle de la ville de Severodonetsk. Je vais y arriver. Après plusieurs jours de tirs d'artillerie et de bombardements, eh bien, les forces ukrainiennes ont dû se replier en périphérie. Elles n'abandonnent pas, mais clairement, elles ne sont pas en position de force. Le point avec Joris Boulouk et Pascal Bustamante. La campagne aux abords de Kharkiv. Les troupes ukrainiennes, tout près du front, sont terrées dans des tranchées de fortune. L'ennemi est là, tout près. Même si on ne le voit pas, il faut le contenir. Ils ne peuvent pas passer par là, ils doivent traverser le terrain à pied, ce qui est un risque pour eux. La bataille se déroule comme un travail, fait d'opérations sporadiques, attaques et contre-attaques, souvent à l'aveuglette. Mais là où la bataille fait rage, c'est plus à l'est, aux abords de la ville de Severodonetsk. D'après le gouvernement ukrainien, c'est la clé du Donbass convoitée par l'armée russe. Severodonetsk reste l'épicentre de la confrontation dans le Donbass au 105e jour de la guerre totale. Nous défendons nos positions, nous infligeons des pertes significatives à l'ennemi. Autour de Severodonetsk, la plupart des habitants ont fui. Ceux qui sont restés constatent les dégâts des bombardements quotidiens. Le cratère est trop petit pour une bombe aérienne. Cela ressemble plus à un cratère de roquette Smersh. Dans les environs, ne restent que ceux qui ne savent où aller. Des personnes âgées et leurs proches, terrés de jour comme de nuit. La vie est rythmée par les bombardements. Nous sommes bombardés jour et nuit. Le bombardement est en cours. Nous restons presque tout le temps au sous-sol. L'appartement est proche, nous y courons la journée. Pendant la nuit, nous restons ici. L'Ukraine a fait appel à l'Occident pour obtenir des armes lourdes. Des armes qui, selon les généraux, leur permettront de gagner la bataille décisive de Severodonetsk. Un témoignage émouvant devant le Congrès américain, celui d'une survivante de la tuerie dans une école d'Uvalde, au Texas. À 11 ans, elle a vu le tueur entrer dans sa classe, tuer son enseignante et des camarades. Et depuis, elle ne se sent plus en sécurité à l'école. D'autres familles ont également pris la parole. Renaud Oiwa et Philippe Antoine. Même si les 21 victimes d'Uvalde ne sont en réalité que quelques-unes parmi beaucoup d'autres aux États-Unis, le Congrès veut débattre d'un encadrement limité des armes à feu. Plusieurs témoignages y sont entendus, dont celui glaçant de cette fille de 11 ans qui a échappé au tueur dans son école le 24 mai dernier. When I went to the barracks, he shot my friend that was next to me, and I thought he was going to come back to the room, so I grabbed the blood and I put it all over me. Autre témoignage fort, celui de ce pédiatre qui a expliqué aux membres du Congrès avoir vu des corps d'enfants déchiquetés. The thing I can't figure out is whether our politicians are failing us out of stubbornness, passivity, or both. I said before that as grown-ups, we have a convenient habit of remembering the good and forgetting the bad. Never more so than when it comes to our guns. Once the blood is rinsed away from the bodies of our loved ones and scrubbed off the floors of the schools and supermarkets and churches, the carnage from each scene is erased from our collective conscience. Hier soir, en parallèle, la Chambre des représentants a approuvé un projet qui pourrait interdire la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans. Mais il est fort peu probable que ce texte soit ensuite approuvé par le Sénat, où les démocrates ne disposent pas de la majorité nécessaire. Prochain, au pays de Galles. Oui, c'est avec ce beau résultat que nous terminons ce JT Place à la météo présenté par Stéphane Piedboeuf et puis l'émission Affaires conclues. Merci de votre attention. À demain, 13h.